Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau décor. Et si nous parlions d'humour aujourd'hui, l'humour moyen a priori indispensable pour prendre du recul sur soi et sur les situations injustes et douloureuses de la vie quotidienne, l'autodérision comme voie possible de transformation permettant de développer une autre vision du monde, plus objective, plus réaliste, l'humour toujours comme lien identitaire avec une communauté de pensée politique, religieuse. Ces formes d'humour se caractérisent normalement par un regard aiguisé, lucide, voire tendre, porté sur soi et sur le monde. Pour en parler, deux invités, ils font de cette pratique un art. Bernard Ortega, bouddhiste et kabu, dessinateur satirique hors pair, surdoué et anticonformiste. Avant de les retrouver, voici tout d'abord en images une variation sur l'humour. C'est l'évasion. Qu'il s'exprime par le sketch comique très prisé chez nous, par l'image, le dessin ou l'écriture, l'humour peut avoir plusieurs sens, même si l'on parle de sens de l'humour. Jouer comme Raymond DeVos avec les mots et la langue est une forme d'humour. Faire rire avec des sujets graves en est une autre. Oh là 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 là, ces gosses qui crèvent de faim, c'est terrible ça, hein? Qu'est-ce qu'il dit, ma Boris? Envoyer de l'argent? Envoyer de l'argent, je suis d'accord avec vous, mais franchement, moi je trouve qu'envoyer 200 francs ou rien, c'est pareil. L'humour peut être noir, tendre, féroce, grinçant, sarcastique ou de très mauvais goût. En France, aucun domaine n'est épargné. Ah, le foot, le foot, le foot, le foot, le foot, le foot. Il n'y a plus que ça. Bernard Ortega, bonjour. Vous dirigez des stages de communication, de formation. Vous êtes responsable d'un centre du bouddhisme tibétain, d'enseignement et de pratique, unique en France, puisqu'il s'agit de la lignée Trikun. Alors, pour résumer, on va dire qu'à l'origine de cette lignée, on trouve un maître qui est considéré comme la réincarnation de l'un des principaux maîtres de Padmasambhava. Padmasambhava étant, je le rappelle, considéré par les Tibétains comme le second Bouddha historique. Par ailleurs, vous êtes comédien, metteur en scène, et pour vous, l'humour est un art de vivre. Alors, quel lien faites-vous entre humour, théâtre, communication, bouddhisme? Est-ce pour vous un moyen de faire tomber les masques, de vous confronter aux illusions? Déjà, que je sois ici invité sur ce plateau en tant que lama, c'est déjà de l'humour. Parce que moi qui ai toujours rêvé d'être sur les plateaux de télé en tant que comédien, metteur en scène, eh ben non, il a fallu que je sois là en tant que lama. Donc déjà le premier clin d'œil. Ensuite, oui, l'humour manifeste à tous les coins de rue, tout le temps. Dans ma vie en tout cas, parce que je suis tombé dedans, je pense, quand j'étais petit, comme Obélix. Et puis après, pour la pratique, plus on développe la pratique du bouddhisme, et c'est vrai que plus l'humour prend de la place, peut-être par la distance. Alors ça, on va en parler par la suite. Une précision cependant qui est importante. Ici, il n'est pas question ni dans l'humour, ni se désintéresser de la souffrance, ni se moquer des autres. C'est plutôt une forme d'amour. Bien sûr. Mais l'humour, d'ailleurs, le vrai humour est tendre. Voilà. Hein, l'humour sarcastique, quelquefois, a un ton un peu dur. Et ce n'est pas toujours agréable. Hein. Alors, Kabu, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Alors, vous êtes né avec un crayon à la main. On peut dire que deux faits au moins se penchaient à votre naissance sur votre berceau, celle de l'humour, bien sûr, et sa sœur jumelle, l'insolence. Dès le lycée, vous avez été connu, reconnu, grâce à votre talent, grâce à vos croquis. Alors, comme il est difficile de résumer votre parcours, nous avons choisi de le présenter en partie en images. On regarde. Chalon-sur-Marne, où il voit le jour en 1938, sera sa première source d'inspiration. En particulier le lycée, d'où surgiront plus tard, dans le journal Pilote, le Grand Duduche, souvenir d'un condisciple, et la mystérieuse fille du proviseur. Soldat durant la guerre d'Algérie, il croisera probablement l'adjudant Cronenbourg. Ce qu'il déteste, l'armée, la police, les chasseurs, son crayon le hurle, dans les pages de Harakiri, Charlie Hebdo ou du Canard enchaîné, et même à la télévision, comme dans le fameux Droit de réponse de Michel Polac. Polémiste de talent, il n'épargne pas la classe politique. Ses caricatures surpassent bien des éditoriaux. Observateur sarcastique des mœurs et des modes de la société française, il crée le personnage du beauf. On est tous un petit peu beaufs à un moment donné. C'est vrai? Oui. Envie perpétuelle de mordre, dessin à la puissance comique ravageuse, un de ses meilleurs amis a dit de Cabu, son sourire cache de terribles crocs.
Alors, Cabu, est-ce que votre sourire cache de terribles crocs? Eh bien, écoutez, je suis content d'être là parce que je me suis toujours demandé où était la fille du proviseur. C'était vous? Ah, merci. C'était vous, la fille du proviseur? Donc ça vous rappelle votre jeunesse, Oui, tout ça. oui, oui. Non, mais vous savez, c'est les hasards de la vie. C'est vrai que j'ai toujours dessiné, mais comme vous avez toujours voulu faire du théâtre. C'est assez banal, quoi. Enfin, banal, mais histoire. vous avez quand même un don particulier. Hein. Parce qu'il s'est manifesté très tôt. Oui, bien sûr. J'ai même fait un journal de lycée pour lequel j'ai été censuré par le proviseur. Enfin, j'ai déjà tout connu. Alors, Cabu, vous pointez du doigt des situations souvent insoutenables, vous questionnez les hommes, le monde, vous les remettez en question. Est-ce que ce questionnement, cette remise en question débute d'abord par vous-même? J'essaye, oui, c'est vrai. C'est vrai si on ne se fait pas attention, on est un peu beauf, quoi. D'ailleurs, je me préserve parce que si je conduis pas, moi, mais si j'avais un volant entre les mains, je suis sûr que je deviendrais un beauf, oui. Peut-être. Peut-être. Ouais. C'est pas sûr. Alors, le dessin, la caricature, sont-ils pour vous une manière d'exorciser, d'une certaine manière, une certaine angoisse existentielle? Non, je suis pas angoissé. Donc tout ça cache rien de particulier, en fait. Non. Simplement le souci d'aiguiser l'esprit critique. Mais je crois qu'on ne sert pas à grand-chose parce que depuis le temps qu'on montre la bêtise, par exemple, vous voyez, c'est notre matière première quand même. Cette remise en question, Bernard, c'est quelque chose qu'on apprend en permanence dans le bouddhisme, lorsqu'on pratique le bouddhisme. Certaines méthodes permettent cette remise en question. Peut-on dire que la méditation serait finalement une clé pour découvrir la joie intérieure et l'humour? L'humour et la méditation, si on dit que c'est la même chose, pourquoi pas? Parce que c'est un lien. Il est toutes les minutes, il est toutes les secondes. Lorsqu'on sort, lorsqu'on regarde quelqu'un, lorsqu'on parle avec quelqu'un, l'humour doit être toujours présent et la méditation aussi. Vous trouvez les pratiquants bouddhistes sans humour en général? Quelle question piège. Disons qu'ils sont très sérieux, hein, mais enfin c'est peut-être lié à l'Occident. Hein. L'Occident est sérieux. Hein. L'Orient, l'Oriental, l'Asiatique est quand même plus gai. Alors il faudrait essayer de lui dire asseyez-vous, mais c'est une bonne chose de méditer, c'est bien, c'est pas mal, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que Cabu, d'une certaine manière, est quand même une dialectique entre ses tripes, son affectif, ses émotions, son intellect et son inconscient? Je ne sais pas, mais j'ai jamais été psychanalysé, alors... Mais quand vous faites des dessins, par exemple... L'introspection, mais assez étrangère, mais vous pouvez peut-être me dire, parce que c'est vrai que certaines personnes voient des tas de choses dans les dessins que moi je ne veux pas forcément mettre. Mais dans votre mise en scène, ça doit être pareil. Hein, vous attribuez des tas de... Absolument. Oui, en fait, qualités ou défauts, a priori non, mais cela dit, vous êtes peut-être quand même à avoir une vie plus harmonieuse par ailleurs. Oui, ça c'est vrai, Mais je n'ai pas une recherche métaphysique, si vous voulez. Oui, non, j'entends bien, c'était pas jusque-là. Hein. Je vous rassure. Mais si vous voulez, moi je rejoins, je ne suis pas bouddhiste, mais je pourrais rejoindre un petit peu sur le chemin du bouddhisme par l'écologie, parce que je suis un écolo. Absolument. Et que je crois que les bouddhistes sont un peu écolos, autrement ils ne sont pas bouddhistes. Normalement très écologique, on défend aussi le droit des animaux, ce que vous faites. Bien sûr. Et je crois qu'on s'intéresse à différents sujets que vous traitez régulièrement. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière donc de faire la traversée du miroir qui conduit du monde des illusions, des apparences quotidiennes à la réalité? Ça c'est une jolie image, mais il faut faire attention parce que regardez, il y a des faits divers récents qui montrent des adolescents qui ne font pas, qui ne font pas le passage entre le virtuel et le réel. Ça, c'est sûr. Ils confondent le virtuel et le réel. Mais pour vous, par exemple? Je pense qu'il faut toujours rêver, mais il faut rêver. C'est que ça reste de la poésie, quoi, vraiment, c'est ça. Alors Bernard, je suppose que c'est une question qui vous parle, les illusions, tomber les masques. Oui, justement, puisqu'en plus, je suis en train de monter une pièce avec le misanthrope où les masques tombent. Hein. Molière savait de quoi il parlait avec ça. Donc, le bouddhiste Molière dit aussi que la dramatisation ne peut pas vivre, quoi. En même temps, il y a bien sûr ce que nous voyons tous les jours dans l'actualité. Si nous sommes responsables, nous, on doit vraiment donner de la joie. Hein, parce que c'est tellement grave que si nous-mêmes
qui sommes les témoins, qui sommes les acteurs un petit peu, hein, eh bien, sont graves, dans ces cas-là, ça devient grave. Et la dédramatisation, je crois qu'elle est très importante, même dans la mythification qu'on a sur les pratiques, sur le bouddhisme, etc. On peut prendre l'exemple du Dalai Lama, qui est un représentant exceptionnel dans le monde entier de ce qu'est l'humour, l'ironie, la joie intérieure, ce qui a provoqué quand même en partie la mode bouddhiste actuelle. En réalité, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, ce sourire, il y a des années de formation très intensive et une pratique quotidienne également très importante. Bien sûr, bien sûr. Et le Dalai Lama, puisque vous en parlez, lorsqu'il a un jour donné un enseignement à tous les responsables occidentaux, à la fin, tout le monde écoutait très gravement, c'était la parole du Seigneur un peu. Hein. Et à la fin, il est sorti, et avant de sortir, il s'est retourné, il a dit ce serait pas mal de rire aussi. Hein. Ouais. Et là, ils n'ont pas tout à fait compris. Hein. Alors Cabu, justement, en exagérant ainsi les traits, en pointant du doigt certains détails, c'est vrai que vous aidez quand même certains d'entre nous, restons positifs, à se remettre également en question, à prendre conscience de certains abus, de certaines dérives, de certaines manipulations. Vous avez un rôle social très important, finalement. Si seulement. Si. Non, je pense, on cherche d'abord, je dis les dessinateurs cherchent d'abord à faire rire ou sourire. Et après, évidemment, on réfléchit comme vous tous, sur des choses graves, quoi. Mais je pense que c'est d'abord pour faire rire. Est-ce que vous, c'est pour quoi? C'est pour accéder à une vie C'est pour faire rire. C'est pour faire rire? Oui. Enfin, c'est pour faire rire, on va relativiser un peu, oui, mais... Pourquoi vous pratiquez le bouddhisme? Dites-moi pour en une moi, phrase. c'est un moyen d'évolution intérieure extraordinaire, donc c'est un moyen de transformation personnelle, ça travaille sur soi permanent. Le bouddhisme est considéré quand même comme une science de l'esprit, donc c'est un côté aussi extrêmement pragmatique. Et est-ce que vous pouvez m'éclairer à ce propos? Un ami m'a dit, attention, les bouddhistes, ils sont bien gentils, ils croient à la réincarnation, mais ils disent que la réincarnation n'est pas pour les femmes. Est-ce que c'est vrai? Ah, pas du tout. Je m'oppose violemment. Non, tout le monde se réincarne. Tout le monde se réincarne. Votre ami a des idées fausses. Non, non, pas du tout. L'humour permet donc de prendre du recul sur soi. Donc, on apprend à lâcher prise. On apprend à travailler sur l'ego, justement. Donc, à avoir plus de détachement, pas d'indifférence. Et donc aussi sur les émotions et sur les peurs, ce qui est fondamental. Bien sûr. Et là, la différence que vous faites entre détachement et indifférence, c'est réellement cette chose qu'il faut expliquer. Les gens, on leur dit quelquefois, ah, vous allez couper vos illusions, et ils s'imaginent que ils vont plus rien vivre, ils vont plus avoir d'émotions. Alors quelle tristesse! Vous vous rendez compte, on apprend la méditation, après on va être neutre. Voilà, être neutre. C'est pas du tout ça. Hein, c'est pas du tout ça. On est seulement détaché. Les émotions ne nous tirent plus vers le bas. C'est magnifique. Oui, on les transforme en quelque chose de plus positif. Les émotions négatives, en fait, ne tirent plus vers le bas. Cabu, est-ce que l'humour est une forme de sagesse? Oui, ça peut être, mais surtout une... sagesse large, au sens large. Oui, c'est relativiser les choses, comment dire, comment vous diriez ça dans le langage bouddhiste? Relativiser les choses. Très bien, ben alors, vous voyez... Quelle serait votre conclusion? Écoutez, si je suis content que vous ayez ce souci d'humour dans votre religion, parce que ce n'est pas tellement fréquent dans les autres religions. Et que par le passé, elles n'ont pas beaucoup manifesté d'humour. Bon, certaines religions ont péché par manque d'humour. Voilà. Maintenant, je dirais que moi, la fantaisie est importante, parce que la fantaisie, c'est la sœur de l'humour, et l'humour, c'est le cheval de l'intelligence. L'humour, c'est de l'amour? Et l'humour, c'est de l'amour, évidemment. Oui. On est d'accord. Merci à tous les deux. Alors pour découvrir, redécouvrir ou apprécier tout simplement toujours plus Cabu, voici tout d'abord L'étranger de Cabu, paru aux éditions du Cherche Midi. Les dernières BD de Cabu, Cabu au Japon, Cabu en Chine, sont publiées par Le Seuil. Cabu en Inde sort début octobre. Elles sont donc toutes publiées par Le Seuil. Des BD très différentes maintenant, ce sont des BD bouddhistes proposées par les éditions Claire Lumière. Le Dharma Sutra et Bouddhisme pour les ours. Enfin, Transformer son esprit du Dalai Lama est publié par Plomb. Notre adresse, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770, Paris, CEDEX. Merci de nous avoir accompagnés. Merci d'avoir partagé avec nous cette émission, ce moment. On se retrouve dimanche prochain. Magnifique semaine à tous. Très, très belle journée. À dimanche.